hors champ. Hors champ ce soir en compagnie de Slavoj Žižek. Slavoj Žižek, vous êtes philosophe, vous empruntez aussi bien à la psychanalyse, au cinéma, vous êtes né à Ljubljana en 1949, vous avez publié de très nombreux bouquins, je citerai que les 2 derniers, mais on parlera de tout votre parcours tout au long de cette émission. L'avant-dernier s'intitulait Moins que rien et était consacré à Hegel. Et le tout dernier s'intitule La nouvelle lutte des classes et il est plus particulièrement destiné à comprendre les réfugiés, la problématique des réfugiés. Mais quand on voit votre capacité d'analyse et votre capacité à imaginer des concepts, on se dit que non seulement vous êtes nourri à Hegel, mais aussi par Nietzsche. Est-ce que c'est l'histoire de la philosophie qui vous a permis d'asseoir votre terreau existentiel? C'est une très belle question parce que je crois que c'est profondément vrai ce que vous avez dit. C'est-à-dire que au fond, bon, je fais des analyses politiques, parfois provoquantes, on m'accuse, mais mon amour véritable, c'est pas là. C'est vraiment la philosophie, spécialement l'idéalisme allemand, tout mon intérêt à Jacques Lacan. C'est pas tellement la psychanalyse comme telle. Pour moi, Jacques Lacan, c'est un outil. Il donne des concepts à réactualiser la philosophie de l'idéalisme allemand de Hegel, pour moi. Hegel est encore actuel. Bien sûr, de l'autre côté, pour la plupart des gens, même des philosophes aujourd'hui, Hegel, c'est la folie incarnée. Ce crétin qui a pensé qu'il a un accès au savoir absolu, qu'il peut lire l'esprit les pensées de Dieu, etc. Mais je crois que cette image de Hegel ridiculisée, le savoir absolu au sens commun, que c'est ce qu'on appelle dans la psychanalyse Deckerinnerung, souvenir-écran. C'est une masque pour rendre invisible qui reste précisément, je dois faire un commentaire sur le très beau titre de cette émission hors champ. Le Hegel véritable reste hors champ. Et je crois que la tâche principale de la pensée aujourd'hui, c'est précisément, c'est une définition très traditionnelle, mais je l'accepte, c'est pas de se centrer sur ce qui est visible dans le champ, mais c'est centrer sur ce qui doit rester invisible pour qu'on puisse voir ce qu'on voit. Vous savez, il y a une très belle blague, je l'aime, dans le film classique, un de mes films préférés, de Ernst Lubitsch, Ninotchka. Il y a un tout petit détail. Le type entre dans une cafétéria et dit café, mais café sans crème, s'il vous plaît. Et le garçon répond, désolé monsieur, on n'a plus de crème, on n'a que du lait. Donc, est-ce que je peux vous donner café sans lait? C'est très dialectique que, bien que dans sa présence immédiate, café sans crème, c'est la même chose que café sans lait. C'est le café pur. Non, mais pour un dialecticien, c'est pas la même chose. Comme le dit Hegel, l'absence de quelque chose comme tel structure aussi la présence. Vous connaissez par exemple, c'est pourquoi pour moi c'est ça la plus grande ligne de dialogue de tout Sherlock Holmes. Quand Sherlock Holmes pose la question à quelqu'un, est-ce que vous avez noté l'incident étrange de la dernière nuit? Quel répond l'incident avec le chien. Et l'autre dit, mais le chien n'a pas fait rien. Et Sherlock Holmes dit, c'est ça, l'incident étrange, non? C'est là que commence la pensée aujourd'hui, plus que jamais. La pensée commence quand il ne se passe rien, la pensée commence quand le réel disparaît, ou la pensée commence quand
on nous interdit de penser dans cette société de plus en plus Absolument. post-capitalistique où mais c'est pas la censure totalitaire au non, sens non, que, mais oui, c'est qu'on est, comme le disait Hannah Arendt à l'aube des années 60, dans la crise de la culture, on est environné effectivement par des sirènes publicitaires, des sirènes idéologiques. Vous êtes aussi un grand désenfouisseur de l'idéologique aujourd'hui dans notre société et où effectivement c'est très difficile d'essayer de penser par soi-même. Vous avez tout à fait raison parce que vous savez, en Allemagne, quand on a combattu le soi-disant terrorisme dans les années 70, on a utilisé ce qu'on a appelé Berufsverbot, l'interdiction d'obtenir un travail chez l'agence d'État. Mais je crois qu'il y a quand même aujourd'hui aussi un Denkverbot, l'interdiction à penser. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est pas une interdiction directe. Tu ne dois pas, etc. C'est simplement qu'on n'est pas prêt à prendre des thèmes problématiques au sérieux. Par exemple, jusqu'au Occupy Wall Street mouvement. Même la gauche radicale, la plupart, n'a pas osé poser des questions fondamentales comme quel est le destin de notre capitalisme? Est-ce que notre démocratie parlementaire est la seule possible? Non, même la gauche s'est centrée sur des questions très importantes, mais des questions particulières, comme toutes les grandes démonstrations ont été contre le racisme, contre la guerre ou quoi. Mais Occupy Wall Street, c'est quand même le premier mouvement relativement de masse dont la cible, c'est quand même le système comme tel. C'est ça, pour moi, bon, ce qu'on dit mais positivement. C'est un mouvement de contestation qui n'a pas duré, qui n'a pas eu de conséquences. Ça va revenir. Je crois que des bons mouvements sont comme des vampires ou plutôt comme des morts vivants, non? C'est mort, mais ça revient. Le mort revient tout le temps, non? Parce que vous devez penser quand même que l'année de 2011 a été. Je suis en train de publier un petit bouquin des analyses politiques où je reprends le titre d'un Encore un nouveau? Je suis fou, là. C'est quoi, 2 livres par an? Non, mais ça, c'est un tout petit peu recueil de textes sur la politique où il y a un vieux thriller politique assez bon, il y a déjà 25 ans, avec Mel Gibson, The Year of Living Dangerously, l'année de tous les dangers. Et le titre de mon livre, c'est The Year of Dreaming Dangerously, l'année des rêves dangereux. Parce que je crois qu'il y avait en 2011 une explosion de ça. D'un côté, les rêves dangereux pour l'établissement, Tahrir, le printemps arabe ou Occupy Wall Street, révolte en Grèce, mais aussi une explosion des rêves de droite populiste beaucoup plus dangereux. Les tendances sont horribles en Europe. Pas seulement le grand sommet Breivik de Oslo, mais si on descend un tout petit peu, par exemple, aux Pays-Bas, où le gouvernement de centre-droite ne peut gouverner sans le support du parti de Geert Wilders, une partie d'une violence populiste extrême. On coupe maintenant radicalement le soutien public pour la culture moderne. On dit non, ça ne sert pas au peuple qui a besoin de ça. Ou pour prendre un autre exemple qui est bien connu, mais on doit le souligner, ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie avec le gouvernement de Viktor Orban, c'est simplement. C'est incroyable. Même, on doit faire seulement un tout petit expériment mental. Et même imaginer une chose pareille il y a 20 ans. Tous les gens démocratiques seront, si on dit à quelqu'un 20 ans avant que quelque chose comme ça va se passer, on dirait, mais tu es fou, ce ne peut pas, on a dépassé ce type de discours. Non, on ne l'a pas dépassé. C'est vraiment une chose qui me fait beaucoup de soucis et je crois que ça commence à bouger maintenant. Comment vous comprenez cette annexion, justement par certaines politiques extrémistes du peuple, de ce mot peuple qui est galvaudé par ces idéologues d'extrême droite? On doit éviter ici l'arrogance libérale. C'est très facile à condamner ça au sens que, voilà, ils n'ont pas de sentiment démocratique, c'est dangereux, pas de tolérance. La question véritable à poser, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans la structure du capitalisme global contemporain qui
pousse les gens vers une réaction populiste de ce style. Parce que c'est pas uniquement, c'est l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, même aux États-Unis, avec les nouvelles tendances tout à fait folles, Rick Santorum, etc., aux États-Unis. C'est vraiment comment le dire, je veux le dire très ouvertement, comme quelque chose de marxiste, une espèce de marxiste. Les marxistes traditionnels ont été obsédés par l'idée qu'il y a comme un comité secret de la classe dirigeante qui décide tout, l'élite invisible. Mais maintenant, je crois que même ça n'existe pas. Je crois que la classe dirigeante, l'élite politique, perd de plus en plus sa capacité de gouverner. Alors, pour défendre les causes perdues, Slavoj Zizek, vous parlez beaucoup de Marx. Vous revenez à Marx. Mais d'une façon critique, c'est clair. D'une façon critique, mais en même temps, vous énoncez que dans les théories marxistes de Karl Marx, oui, il y avait déjà annoncé que la lutte des classes allait finalement produire une classe ouvrière, mais aussi aggraver le fossé entre les riches et les pauvres, comme si c'était un destin inéluctable. Oui, mais précisément là, comme je l'ai développé beaucoup plus en détail dans un long chapitre de l'autre livre Vivre la fin de temps, précisément là, on doit penser plus radicalement que Marx. Marx a encore pensé que toute la proteste, toute l'exploitation est en tendance au moins concentrée dans la classe ouvrière. Là, ils sont les pauvres, les exploités, la classe productive. Aujourd'hui, c'est clair que c'est plus comme ça. Aujourd'hui, premièrement, dans les dernières décennies, le rôle des chômeurs, de ceux sans emploi, a changé radicalement. D'un côté, il y a des gens qui, avec de nouvelles industries ou de la compétition, comme l'ouvrier dans les usines du textile chez nous, dans l'Ouest, c'est pas seulement qu'ils perdent l'emploi. Par toute la révolution et la productivité, l'exploitation en Chine et autres pays, ils deviennent, comment le dire, non employables à permanent. Structurellement, mais à long terme. Deuxième chose, c'est là pourquoi il y a tellement de protestations des étudiants. Bien qu'on a besoin de l'éducation, mais il y a des générations d'un grand nombre des étudiants qui font des études et d'une façon, ils le savent à l'avance que jamais ils ne peuvent pas trouver un emploi. Donc, il y a pour ne pas même, je crois qu'on doit inclure dans cette série aussi tous les pays qui deviennent ce qu'on appelle en anglais rogue states, les pays les États qui ne fonctionnent pas même comme États, qui deviennent comme les États non employés, qui ne fonctionnent pas, par exemple, Somalie, etc., etc. Les États nous, ne peut approcher qu'en deux façons, ou bien comme centre du terrorisme, ou bien comme objet d'une aide humanitaire. Et parfois, ce sont ironiquement les deux côtés d'une même approche, non? Donc, des choses comme ça, mais aussi toute la question de exploitation. Dans ces livres, mais aussi dans mes autres livres, j'ai proposé une thèse très simple que je crois qu'au fond, c'est vrai que dans la téléologie, progrès historique chez Marx, le développement du capitalisme va de la rente des rentiers au début vers le profit. Maintenant, la rente, comme on dit, rente, oui, redevient, oui. Par exemple, je pose la question très simple. Comment Bill Gates est devenu l'homme le plus riche du monde? Je sais, il n'est plus. Maintenant, c'est Carlos Slim, le type de Mexique. Mais c'est pas l'exploitation. C'est plutôt la rente. Bill Gates, avec tous les programmes de Windows, etc., s'est approprié une partie de notre espace commun symbolique. Si je veux communiquer avec vous, je dois utiliser des produits Windows. Donc, pour moi, être en contact avec vous, de façon digitale, email ou n'importe quoi, je paye la rente au Bill Gates. C'est pas la vieille logique du profit. Ce que coûte la production, c'est négligeable. C'est la logique de rente. Donc c'est l'immatériel qui compte et oui, le symbolique oui. et c'est là la faiblesse de Marx. Dans un très beau passage de son manuscrit préparatoire pour Capital, Grundrisse, Marx a vu ça. Il a dit le savoir pratique intellectuel devient de plus en plus important, beaucoup plus que le travail physique.
comme source de richesse, et elle dit, dès que ça se passe, le capitalisme ne peut plus marcher. Parce que le capitalisme est basé sur l'exploitation du travail physique, etc. Mais je crois que ce que Marx n'a pas prévu, c'est que savoir commun, Marx l'appelle même common knowledge, c'est savoir social qui est la source véritable de richesse, peut quand même être reprivatisé d'une certaine façon. Il est de plus en plus. Il est de plus. Privatisé. C'est pourquoi je crois que ce ne sont pas des batailles marginales, cette proteste contre ACTA. C'est un grand problème pour le capitalisme, ça, parce que, pour le dire d'une façon très simple, il y a quelque chose dans le savoir, dans ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, qui est dans sa nature même communiste. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Si on a une verre de eau, là, la propriété privée, ça fonctionne. Parce que si je le bois, vous ne pouvez pas le boire, etc., non? Mais le fonctionnement du savoir, c'est tout à fait le contraire. Si je mets à votre disposition mon savoir, quand ça circule librement, ça ne perd pas la valeur. Ça s'enrichit même. C'est une logique, c'est pourquoi, presque communiste, et c'est pourquoi le problème de copyright est un problème tellement difficile, de copyright intellectuel. Et des droits d'auteur, oui. Oui. Parce Qui que est auteur aujourd'hui de sa propre pensée et comment faire pour mais au compte, on dit, garantir. j'ai une réponse ici à ceux qui disent, mais comme même il y a des écrivains, des inventeurs qui ont vraiment apporté beaucoup, est-ce que tu veux qu'ils ne seront pas payés? Je dis non, regardons de près. Celui qui profite du monopole de la propriété intellectuelle, ce ne sont pas des créateurs, très peu. Ce sont par exemple, le prénom Bill Gates. Chacune personne le sait qu'il n'a pas lui-même inventé de grandes choses. Il a été seulement très bon à concentrer, monopoliser, coordonner les inventions des autres. Steve Jobs, c'est un peu différent, je l'admets. Mais le personnage plus typique, c'est pour moi quelqu'un comme Bill Gates. Bill Gates n'est pas un méga créateur. Bill Gates a été seulement très bon dans la stratégie de monopoliser l'espace. Par exemple, tout le monde le sait que les autres programmes comme Linux, Firefox ou quoi, qui ne coûtent rien, sont supérieurs du point de vue de leur qualité immanente à Microsoft, Windows, Word. Mais c'est précisément parce que Microsoft Windows Word occupe la place plus monopoliste que on est obligé plus ou moins de s'en servir et de payer la rente. Et ça, c'est un grand problème pour moi. Donc, il y a des grandes batailles ici sur cette bataille sur la propriété privée dans l'espace intellectuel du savoir. C'est une chose absolument cruciale aujourd'hui, je crois. Alors, vous êtes un philosophe qui vous nourrissez de tout ce que vous pouvez voir, entendre, comprendre, lire. Nous allons écouter un véritable inventeur, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, Slavoj Zizek. Nous allons écouter Alfred Hitchcock, que vous connaissez par cœur, qui va détailler la mise en scène de la montée de l'escalier par le détective et de son meurtre par la mère dans Psychose. C'est une de vos scènes fétiches dont vous Absolument, parlez. Oui. Pas l'autre, parce que d'habitude, le fétiche, c'est le meurtre sous la douche, non? Oui. Non, je crois que La le plus deuxième meurtre, importante. c'est le crucial. Voilà, alors on va l'écouter, suivi de la scène du meurtre du détective Milton Arbogast dans Psychose. On écoute. Bearing in mind that one had gone to the trouble Si l'on se rappelle to que prepare the audience nous avions pris for this scene mis tellement d'efforts à préparer l'audience à cette scène, by all the elements that had gone before, avec tous les éléments qui avaient the précédé, fact that there was a mysterious woman in the le fait house, qu'il y avait une femme mystérieuse the dans la fact maison, that this mysterious woman had le fait come que cette femme down mystérieuse and slashed a woman to bits, était descendue et avait killed découpé her, une femme et you know, l'avait tuée, stabbed her to death, whatever it avait was. poignardé à mort. All the elements would give you the suspense Tous les of éléments that detective walking up qui the allait vous donner le stairs suspense de ce détective qui montait l'escalier had gone before. avait précédé. Therefore, Par conséquent, it needed a simple statement. il y avait besoin d'une déclaration toute simple. You needed to show Il vous fallait montrer stairs des escaliers and a man going up the et un stairs homme qui monte les escaliers in a very simple way. d'une façon très simple. Oui, l'air
comme ça, Well, an air of caution, un peu Looking around. prudent, enfin qui regarde. because the cutting up of Parce the que- man's journey Le découpage du trajet de l'homme would ruin ruinerait the cuts that you needed at the time of his death. le découpage dont vous aviez besoin au moment de sa mort. So I threw it all away Par conséquent, j'ai tout rejeté and used one shot et je me suis servi d'une seule prise coming up the stairs. du type qui monte l'escalier. And when he got near to the top step, Et quand il s'est rapproché de la dernière marche, I deliberately placed the camera high, j'ai délibérément placé la caméra very très haut high, for two reasons. pour deux raisons. One, Une, so that I could shoot down on top of the woman. afin que je puisse faire mon tournage sur la femme, du haut de la femme. I didn't want to put in an obvious cheat and show her back view going away from us. Je ne voulais pas faire un trucage qui soit évident et la faire partir de dos, Because that would have looked, I was deliberately concealing her. parce que j'avais l'air à ce moment-là de la dissimuler délibérément. I used the high shot Je me suis servi so également that you de shot la prise down haut on her head. pour qu'on It voit en bas sur sa tête, pour qu'on la regarde en bas. did not look as though I were trying to avoid showing her. Ça n'avait pas l'air que je tâchais d'éviter de la montrer, But the main reason mais la raison of principale going very high pour aller très haut was in order to get the contrast of the big head était as afin the d'avoir le knife came down. contraste de la grosse tête alors que le couteau s'abattait. It was music, you see. C'était de la musique, vous voyez, The high shot with the La prise violins d'eau, going avec les violons qui faisaient and suddenly et soudainement ta-da! With a brass, with Avec- that big head. avec les sonneurs. Vous nous avez choqué avec un article que vous avez publié dans le Nouvel Observateur au moment où on a appris ce qui s'était passé dans la nuit du 31 décembre à Cologne. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Il me semble pas que vous soyez quand même antiféministe. Non. Non, tout au contraire, je suis seulement contre l'antiféminisme de la moyenne classe, l'antiféminisme officiel américain. Parce que là, c'est horrible comment l'antiféminisme a été, le féminisme officiel américain a été presque totalement approprié par le centre libéral. Les féministes officiels américains ont soutenu l'invasion de l'Irak au nom d'aider les femmes irakiennes. C'est horrible. Mais non, ce qui m'a fasciné, et maintenant, je crois même plus que j'avais Vous raison. avez dit que c'était le carnaval des chats, ce qui s'était passé à Cologne. D'un côté, on ne doit pas idéaliser le peuple pauvre. C'est quelque chose... Ça, c'est la problématique Oui, de votre dernier oui, bouquin. oui, oui. On y La reviendra pauvreté, parce que c'est compliqué à oui, comprendre oui, vos parce positions, que- non, Slavoj non, Zizek. oui, bien sûr, c'est ça ce que je veux. Je crois que le grand devoir des philosophes aujourd'hui, c'est pas d'expliquer les choses, mais de convaincre Et pas le de- peuple et pas- qu'il ne comprend pas de compliquer les choses. D'accord. Et pas de juger. Pourquoi pas? Ah non, j'aime à juger. J'aime à juger. Non, non, on doit alors, juger. revenons sur Ouais, Cologne, oui, 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 et oui, c'est oui. en plein dans Je la crois que problématique c'est pas vraiment- de votre dernier c'est pas bouquin. vraiment un acte sexuel direct. C'est pas pour... Alors, c'est qu'est-ce ça- qui s'est passé Ouais. pour vous à Cologne? Comme je l'ai dit, un carnaval populaire obscène. Et maintenant, c'est confirmé parce que j'ai parlé avec mes amis arabes de Caïro et de Ramallah.
Et ils m'ont dit, mais ce qui s'est passé là, ça se passe chez nous tout le temps. Par exemple, un journaliste slovène m'a dit aussi que Tahrir, la place Tahrir, la grande émeute, mais chaque soir, quelque chose comme ça s'est passé là. Quelque chose comme ça, c'est des femmes qui se font agresser sexuellement. Vous le jugez comment ? Négativement. Mais quand même, on doit accepter le fait triste que c'est une partie de la culture populaire arabe. Donc vous rejoignez les positions de Kamel Daoud, en quelque sorte. Qui a dit quoi ? Qui a dit que dans la culture, pas forcément populaire, lui il dit dans la culture à la fois de la civilisation et aussi d'un enseignement du Coran, il y a une telle restriction de la possibilité de voir le corps féminin que cela encourage effectivement la possibilité de pouvoir, quand on est un garçon, agresser les femmes. D'accord, mais la seule chose que je veux quand même ajouter, c'est que c'est quand même, c'est pas seulement une spécialité musulmane. Chaque culture a. Oui, la religion catholique, c'est pareil. La religion catholique, c'est pédophilie. La chose clé là, c'est que c'est pas seulement que parce qu'il y a des milliers. Oui, c'est tout à fait clair que la pédophilie, c'est une partie obscure mais intégrale de l'identité de l'Église catholique. Et Pourquoi et comment ? Parce que je crois que c'est ça toujours ma question principale. Chaque idéologie, pour moi, n'est pas seulement les phrases explicites, la doctrine, etc. Elle est toujours soutenue par des rituels secrets, obscènes. Par exemple, on ne peut pas comprendre l'armée sans les rituels homosexuels d'humiliation, etc., etc. Et je ne peux pas développer maintenant, mais je connais des livres de quelques catholiques critiques des États-Unis comme Gary Willis qui démontrent qu'il a étudié des centaines de cas, pas seulement en général pédophilie, mais comment les prêtres ont procédé pour séduire les petits enfants. Et c'est incroyable comment ça a été... Hélas, on en apprend tous les jours en ce moment. Non, mais c'est ça, comme une imitation, répétition obscène des rituels catholiques. Le procédé de séduction a été totalement catholisé. On imite les procédures de la confession. Ah, tu as dit ça, montre-moi ce que tu as fait avec ton pénis. Mais vous êtes pour l'égalité des sexes dans la société, Slavoj Zizek ? Absolument. Et je pense même, j'insiste toujours sur ça. Vous le disiez clairement, parce qu'effectivement, en France, on vous fait le procès d'avoir dit des choses très profondément choquantes par rapport à la défense des femmes. C'est très étrange, parce que je crois que ça peut vous surprendre que les femmes, à cause de l'exploitation de l'histoire, doivent profiter. Deuxièmement, on doit avoir égalité, mais en plus, et tous mes amis féministes de femmes sont d'accord, et en plus, tous ces vieux rituels beaux où on, quand même, à un niveau superficiel, privilège les femmes. On les ouvre la porte, blabla. Ça doit rester. Donc je suis un double. Les femmes doivent être traitées au niveau égalité, mais avec le profit de vieux rituels de gentillesse, etc., etc. Même plus. Le respect pour l'égalité des femmes n'interdit pas, effectivement, la courtoisie. Deuxièmement, mais c'est là que les malentendus viennent, de mon propre expérience, je suis de plus en plus convaincu que pour vraiment, imaginons que vous êtes dans un pays du tiers-monde, vous devez apprendre un contact authentique avec le peuple là, ou pas un tiers-monde, aux Amériques, où vous voulez. Si vous restez à un niveau officiel, oui, votre nourriture, votre chanson, c'est intéressant, ça c'est rien. Mais pour avoir un contact véritable, un petit comme une étincelle, un petit d'obscénité doit être échangé. C'est pourquoi je crois même que, pour choquer mes amis, je parle du racisme progressif. En sens que c'est mon expérience en ex-Yougoslavie. Chaque nation là a été identifiée en certains clichés racistes. Le racisme, c'est le déni de l'autre. Vous utilisez pas le racisme comme déni de l'autre, mais comme exemple, quoi, comme une... Non, je veux dire ça. Par exemple, une plaisanterie. Nous, Slovènes, sommes identifiés comme des avares. Les Bosniaques sont obsédés par le sexe. Monténégro, c'est le pays de la laideur, il ne veut pas travailler, etc. Et au lieu de dire non, nous ne sommes pas comme ça,
On s'identifie à ces clichés avec plaisir et on raconte des blagues et on échange ces blagues et ça crée une amitié Oui, mais si ça instantanément. reste au niveau des blagues uniquement et non pas si ça débouche sur le déni de l'autre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais C'est quand ça même, qui est ça doit compliqué être avec vous. obscène. Par exemple, j'aime beaucoup comme vous êtes une blonde, non? Vous connaissez cette tradition de fausse blagues. blonde. Ok, mais cette idée que les blondes sont bêtes, blabla, maintenant c'est plus à la mode, ça, il disait non. Oui. Mais je connais des femmes blondes en Slovénie très belles qui sont spécialistes de raconter les meilleures blagues sur les femmes blondes, non, etc. Et j'aime cette idée de Il faut toujours être au 18e degré avec vous pour vous comprendre, Slavoj Zizek. Mais pourquoi, où est le problème ici? Je me réfère ici à votre expérience la plus personnelle. J'ai été en Chine. Et parce que les Chinois sont le peuple le plus sale pervers, je dis ça pour les célébrer, non? Les blagues là sont d'une vulgarité incroyable, des sperme, merde, urine, tout ce mêle là, mais on a immédiatement oublié le problème culturel de communication, on a immédiatement établi un contact, non? Et je fais la même chose, par exemple, à Ramallah. On oublie toujours qu'il y a aussi des chrétiens là, une dizaine de pourcents des Palestiniens. Les meilleures blagues vite sur Jésus-Christ, ils me l'ont dit. Par exemple, c'est très bref. Vous le connaissez, c'est vite sur la dernière nuit de Jésus-Christ que les apôtres demandent, comment on dit, Marie-Magdalène, non? Marie-Madeleine, oui. Marie-Madeleine d'aller chez lui et de le séduire la nuit devant la crucifixion pour qu'à la fin, notre Seigneur doit avoir un peu de joie. Et elle entre à la maison et dans 5 minutes, elle est en dehors, elle crie horrible, horrible. Il s'appelle, qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce que notre Seigneur est un pervers? Elle dit non, c'est vrai, j'ai essayé à le séduire, je me suis, comment dire, naked. Déshabillé? Déshabillé, je lui ai montré mon sexe, elle a regardé ça de près et il a dit « Oh, quel horrible !» Il a mis sa main et tout a été complètement fermé. Non? C'est un vitz palestinien sur Jésus-Christ, mais un vitz chrétien, avec tout le respect. Ils n'ont pas éprouvé ça comme une obscénité ou quoi. J'aime des choses comme ça. C'est ça l'esprit véritable du christianisme, je crois. Alors, puisque vous parlez de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine, je vais vous parler du pape François. Avez-vous écouté ses plus récentes déclarations à propos des réfugiés? Oui. Il dit la même chose que vous dans Presque. votre dernier bouquin. Presque, mais pas tout à fait. Alors, D'un expliquez la côté, différence. Je crois que peut-être il dit quelque chose de nouveau dans ses derniers textes, mais en général, il reste quand même à ce niveau d'un sentimentalisme humaniste. L'Europe doit ouvrir son cœur, ou c'est horrible. Les personnages... Mais il vient de déclarer très récemment que peut-être l'afflux des réfugiés dans des pays qui ne sont pas les leurs va causer des problèmes à plus ou moins long terme et qu'il faudrait inciter les réfugiés à imaginer des solutions qui leur permettent aussi de vouloir développer leur propre pays. Oui, avec ça, je suis d'accord, mais ça, c'est une chose presque normale. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, la chose principale pour moi, c'est premièrement, de changer la situation là des causes. Parce que la solution à la crise n'est pas que tous les pauvres du tiers-monde viennent en Europe. Non? Et ça veut dire aussi critiquer l'Europe elle-même, où l'Europe et l'Ouest est co-responsable. Les décisions géopolitiques catastrophiques, invasion de l'Irak, ou bien le colonialisme économique, par exemple ce qu'on fait en Afrique. Congo, etc., les pays les plus pauvres sont totalement exploités. Ce sont les causes de la crise des réfugiés. Pourquoi il y a des réfugiés qui veulent partir? Précisément parce que c'est ça comme fonctionne le capitalisme global. Je cite toujours le pays qui est vraiment le symbole de cette misère, Congo-Kinshasa. C'est un pays des plus riches du monde. Ils ont coltan, les diamants, tout ce que vous voulez. Mais en même temps, c'est un pays qui n'existe pas comme pays. Il y a des seigneurs de guerre locaux, mais précisément comme tel, ce pays est absolument inclus dans le marché mondial. Et c'est dans l'intérêt de tout que ça reste comme ça.
Donc, c'est pas que c'est un pays primitif, le cœur noir d'Afrique ou quoi. Non, la catastrophe de Congo, c'est le mode même de son inclusion dans le marché mondial. Donc, on doit changer quelque chose là, sinon ça va continuer. Et même Libye, c'est la même chose. C'est tout à fait clair que maintenant la situation est pire presque tous les conflits dans les pays du tiers-monde qui causent les réfugiés, ce n'est pas les conflits là, locaux, même quand ça paraît d'être un tel conflit, il y a des intérêts économiques. Par exemple, dans la République Afrique centrale, qu'on appelle ça, il y a maintenant une guerre entre les musulmans et les chrétiens. Mais c'est clair ce qui s'est passé. Il y a une dizaine d'années, dans la région musulmane, on a découvert le pétrole. Et bien sûr, maintenant, France soutient là, paradoxalement, les musulmans, et la Chine, les Chinois soutiennent les chrétiens majoritaires. Donc, notre média rapporte ça comme un conflit ethnique. Non, c'est pas ça. C'est soutenu, déclenché par les intérêts économiques. Ça, c'est la chose première. La chose deuxième, c'est que je dis, comme vous avez cité aussi la pape, qu'on doit clarifier les règles d'intégration, etc., mais pas pour nuire, pour le faire plus difficile pour les réfugiés. J'ai peur que si on laisse les choses se dérouler comme maintenant, comme dans une presque situation chaotique totale, des centaines de milliers de personnages ont traversé le balcon, ça engendre directement des réactions racistes populistes. Je crois qu'on doit même militariser, mais pas au sens de combattre les réfugiés, mais on doit même mobiliser les forces armées pour organiser le transport, établir des bases en Syrie, Libye, processer là les réfugiés, les transporter d'une façon organisée en Europe. Si on laisse les choses chaotiques, ça va déclencher un racisme populiste horrible en Europe, je crois. Mais est-ce que ce racisme populiste en Europe n'est pas déjà là ? On voit bien que certains pays européens sont dirigés maintenant par des populistes qui s'affichent comme tels et qui sont fiers d'appartenir à l'extrême droite. On a bien vu les résultats très serrés de l'Autriche il y a très peu de temps. Et vous, dans votre dernier bouquin, Slavoj Zizek, vous avez l'air très optimiste, là. Non. À un moment, vous dites, quant à l'aspect idéologique de leur lutte, il est plus qu'évident que les conservateurs populistes livrent une guerre qui ne peut tout simplement pas être remportée. Vous ne pensez pas que, justement, cette guerre que le populisme nous mène, elle n'est pas déjà en train de cancériser une partie de l'Europe, selon vous ? Absolument, mais mon point, c'est le suivant. Que le truc des populistes, il y a une, disons, colère fondamentale non articulée dans nos sociétés. Et c'est très ouvert qui va s'approprier, qui va interpréter cette colère. Je crois que quand même, la cause derrière, c'est l'échec de la gauche. La responsabilité véritable, c'est dans la gauche elle-même, qui ne peut pas interpréter, offrir une autre interprétation, parce que la gauche a peur d'apparaître trop traditionnelle, prolétarienne, populaire. La gauche veut être aujourd'hui moderne, on aime. Et ils ont totalement perdu, il y a déjà 30-40 ans, le contact avec ce qui reste de la classe ouvrière, etc. C'est pour cette raison que je soutiens, bien qu'il fait des compromis, blabla, Bernie Sanders aux États-Unis. Je connais même des gens qui sont proches de lui, je l'ai rencontré une fois. Son génie, c'est qu'il n'a jamais perdu le contact avec même les paysans, les gens populaires à Vermont. Ce sont exactement les gens, les ouvriers qui votent la nouvelle droite fondamentaliste, populiste. C'est ça le grand problème. Et c'est pourquoi je déteste aussi cette culturalisation élitiste de la gauche maintenant. Vous savez, comme la gauche aujourd'hui va être raffinée. Je crois même que la façon dont la gauche culturaliste s'approche du problème du racisme-féminisme, qu'il y a un élément clair de classe là. Par exemple, si on observe
féministe typique américaine qui se plaint contre la vulgarité des hommes. C'est très clair qu'elle pense à la vulgarité des classes ouvrières, etc., etc. Je crois que toute cette bataille contre, bien, un autre terme, harcèlement, la peur de harcèlement et d'intolérance. Bien sûr que je suis contre l'agressivité sexuelle, mais on ne doit pas oublier que harcèlement, ça veut dire quoi? Si on regarde des choses de près, que les intellectuels, les éduqués de la classe moyenne ne supportent pas la proximité des hommes ordinaires vulgaires, non? C'est-à-dire ce qu'on appelle tolérance, aujourd'hui, c'est, je crois, presque la forme d'apparition de intolérance. Tolérance, ça veut dire on ne doit être harcelé, harassment, et ça veut dire les autres ne doivent pas s'approcher trop de moi. Merci Slavoj Zizek. Merci On à reprendra un de ces jours cette discussion parce que comme vous avez une pensée en mouvement sans arrêt. Et je dois confirmer publiquement que bien que vous êtes une blonde, vous n'êtes pas une blonde bête. Merci beaucoup. Enfin, pas trop, j'en sais rien. Mais en tout cas. Ah, là, je suis tout à Et fait votre d'accord. prochain bouquin, vous êtes en train de travailler sur quoi? Il y a des choses formidables là. Un bouquin, c'est ma version de Antigone. Une nouvelle où, à la fin, le cœur entre et arrête et tue Antigone et Créon, comme deux représentants des classes supérieures qui se luttent pour détruire le peuple. Donc, à la fin, le cœur devient comme un jacobin comité de salut public. On liquidait la famille royale, la dictature du peuple. Et un autre livre, les disparités, c'est de nouveau un livre hegelien, et so on, non? Etc. Non, ça c'est déjà fini, ça va paraître dans un mois. Maintenant, j'ai un nouveau livre que je traîne écrit sur la critique de l'économie politique. C'est très philosophique, mais quand même, que peut-on faire de Marx aujourd'hui? Parce que d'un côté, c'est clair que Marx est encore actuel. De l'autre côté, c'est tout à fait clair qu'on doit restructurer tout ça, qu'on ne peut pas. Donc, que faire avec Marx, avec la critique d'économie politique? C'est un livre plutôt théorique, non? Dernière question, Slavoj Zizek, vous qui n'êtes ni brun ni blond, mais qui maintenant avez un peu les cheveux blancs, malgré votre jeunesse intempestive. Quand le peuple prend le pouvoir, le cœur, vous obtenez, je suis bienveillant vers vous, pas goulag, mais 2 ans de camp de rééducation. Vous dormez quand? Ah, ça c'est un grand problème. Quand même j'ai un diabète, etc., et quelques petits problèmes, pas sérieux cardiaques, j'ai besoin de dormir minimum 10 heures par jour. Non, vous savez quel est mon secret? Je travaille comme un chercheur. Je fais seulement ce que je veux. Et aucune obligation pédagogique, je déteste des étudiants. Des étudiants sont des enions qui posent des questions, qui veulent toujours discuter. Donc j'ai tout le temps à lire et écrire. Merci, Slavoj Zizek. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une trentaine au moins de livres. Le premier s'intitulait « Comment réinventer Lénine » et le dernier s'intitule « La nouvelle lutte des classes, les vraies causes des réfugiés et du terrorisme ». C'est aux éditions Fayard.